J'ai chaud en ce moment. J'ai des bouffées de chaleur, j'en peux plus. Tu peux me dire, toi, comment tu vis? Là, j'ai juste envie de me retrouver. Envie de me retrouver. Ça fait du bien d'être entre femmes. Mais pourquoi on peut pas juste en Pourquoi on parler peut pas en parler librement? librement? C'est juste tabou. C'est tabou. C'est tabou. C'est tabou, c'est super tabou. Sujet tabou ou deuxième printemps? Bouffée de chaleur ou nouvelle aventure? Silence ou ménopause? Bienvenue sur le premier podcast qui va lever le voile sur ce sujet encore méconnu. Nous sommes Delphine et Valérie, entre Sénégal et France, et grâce à vos témoignages et aux avis d'experts, nous allons vous accompagner tout au long de cette métamorphose. Aujourd'hui, nous recevons Gladys Vivien, qui a un cabinet de diététique à Dakar. C'est donc une experte aujourd'hui que nous avons la chance de recevoir. Gladys est donc diététicienne, mais pas que. Bonjour Delphine, bonjour à tous. Oui, je suis diététicienne depuis maintenant quelques années. Et puis, j'ai fait pas mal de formations complémentaires puisque je trouve que la diététique est un sujet passionnant et plus j'en apprends, plus j'ai envie de creuser. Parmi les dernières formations que j'ai pu faire, il y en a une sur les perturbateurs endocriniens, il y en a une autre sur la ménopause, pas mal de formations liées aux troubles du comportement alimentaire également. Qu'est-ce qui t'a amené à te spécialiser ou te former plus spécifiquement sur la ménopause? Plusieurs choses. Déjà, par rapport à la formation de base qui est vraiment essentielle et passionnante, j'étais un petit peu frustrée ou il m'en fallait plus. Que l'application des premières notions me paraissait pas suffisant dans la prise en compte de tout l'aspect psychologique de la personne en elle-même et de son rapport à l'alimentation. Ce qui m'a amenée vers tout ce qui est thérapie comportementale, dont la thérapie d'acceptation et de l'engagement ou encore la pleine conscience, qui permettait de plus envisager la personne dans son rapport à l'alimentation et plus seulement les nutriments avec les macros, les micros et quelque chose de très scientifique. Si j'ai bien compris, et tu vas me reprendre, en fait, tu t'es dit, l'alimentation c'est bien, le corps et l'esprit sont liés, et il faut aussi que je m'intéresse à la psychologie. Je dirais même au-delà. C'est-à-dire que toutes les sphères sont imbriquées les unes dans les autres. Le sommeil, la gestion du stress, la psychologie, la gestion des émotions, tout ça va avoir des liens et des répercussions sur la façon de s'alimenter. C'est pour ça que ces formations m'ont permis de donner des outils qui me permettent de mieux guider les personnes vers l'alimentation qui serait la plus optimale pour leur bien-être, la prévention santé. Donc tu envisages la personne comme une entité globale à travers le prisme de la diététique, c'est ça? C'est bien ça. Je la questionne sur un petit peu tout pour pouvoir un petit peu analyser ses apports spontanés, son rapport avec l'alimentation et voir si on doit plutôt aborder un travail sur le comportement alimentaire ou plutôt parler d'éducation à la nutrition, à l'alimentation équilibrée. Et généralement, c'est un petit peu de tout à la fois, mais on avance toujours au rythme de la personne pour que la personne puisse au final avoir un rapport sain avec son alimentation, surtout garder le plaisir de manger et s'alimente de la façon la plus optimale pour préserver sa santé et son bien-être. Quel programme alléchant, si je puis dire. Alors, si je te dis ménopause en 3 mots, qu'est-ce que tu pourrais répondre? En 3 mots très compliqués. Déjà, peut-être la définition de la ménopause, c'est la disparition des règles depuis 1 an. Et c'est un sujet qui est vraiment passionnant puisque à ce niveau et même les années qui précèdent la ménopause, la période de transition ménopausique ou périménopause, sont une période dont on parle pas assez à mon sens et qui sont pourtant très importantes dans la vie d'une femme parce que ça va être le passage vers le dernier tiers de leur vie. Il y a de ça pas très longtemps, en fait, la ménopause, c'était vraiment une période qui était plus liée à la fin de la vie de la femme et aujourd'hui, une femme de 50 ans est encore une femme jeune. Cette transition ménopausique
est très importante puisque il va y avoir pas mal de symptômes qui peuvent être plus ou moins difficiles à vivre pour les femmes. Et en fait, l'alimentation et l'hygiène de vie peut permettre d'atténuer, vont avoir vraiment un effet important sur tous ces symptômes. Les bouffées de chaleur, les perturbations du sommeil, l'irritabilité. C'est un petit peu comme si le syndrome prémenstruel était plus développé, plus accentué à ce moment-là. D'autre part, on va aussi commencer à prendre des bonnes habitudes pour plus tard. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est en ménopause, c'est-à-dire le moment où il n'y a plus de règles, eh ben, on a une grande diminution des oestrogènes. Les oestrogènes jouent un rôle vraiment important sur différents tissus, le tissu osseux, la santé cardiovasculaire, sur tout ce qui est cognitif. Et comme il y a une diminution d'oestrogènes à partir de la ménopause, eh ben c'est aux femmes de mettre en place, au niveau de leur hygiène de vie, activité physique, alimentation, de bonnes habitudes pour pouvoir bien vieillir. Sans cela, eh ben, elles auront plus leurs oestrogènes pour les protéger et donc le risque cardiovasculaire notamment, la santé osseuse avec un risque de fracture ou encore la santé cognitive, la mémoire, risque de décliner beaucoup plus rapidement. Le premier mot, ce serait donc quoi? Périménopause, hygiène de vie? Alors, périménopause, pour moi, c'est vraiment la transition. Là, on vit une grande période de chamboulements hormonaux. Il va y avoir une diminution de la progestérone, les oestrogènes qui vont être peut-être plus présents puisqu'il y aura plus la progestérone pour un petit peu les atténuer. Et puis, les ovulations seront beaucoup moins régulières. Et du coup, on va avoir une fluctuation hormonale qui vont d'ailleurs générer tous ces symptômes. Et donc, c'est un peu comme si notre corps se réhabituait, un update d'un petit peu toutes les données en fonction des chamboulements hormonaux. Donc là, c'est la période de la transition. Et ensuite, une fois qu'on a la ménopause, les symptômes seront beaucoup moins présents, donc on devrait être beaucoup moins gêné. Néanmoins, on n'a plus nos oestrogènes pour nous protéger. Donc là, c'est vraiment par rapport à la prévention en santé pour bien vieillir, tout simplement, parce que vieillir, c'est bien, mais mieux vaut vieillir en bonne santé, que l'alimentation et l'hygiène de vie vont avoir un intérêt tout aussi marqué. Et le dernier mot, ce serait quoi? Alors, on va essayer de rapprocher tout ça à l'alimentation, puisque c'est quand même mon domaine d'expertise. Pour commencer, par rapport à toute cette première phase de transition ménopausique, pour pouvoir réduire ce SPM, on va bien choisir les glucides, avoir suffisamment de protéines, bien choisir les graisses, puisque tout ça, ça va permettre à aider la régulation de la glycémie. À partir du moment où on entre en périménopause, le corps régule moins bien la glycémie. On va avoir une plus haute résistance à l'insuline, ce qui va d'ailleurs donner une prise de poids, surtout au niveau de la sphère abdominale, ce qui est généralement plus ou moins bien vécu par les femmes. C'est souvent le sujet qui les amène à consulter. Et donc là, on va leur apprendre à bien choisir les glucides pour éviter cette prise de poids au niveau abdominal, d'autant plus qu'on sait que la graisse viscérale, plus on en a, plus on a des risques d'avoir des maladies chroniques. Est-ce que tu peux définir SPM? SPM, alors SPM, c'est l'abréviation de syndrome prémenstruel. Donc ça peut toucher les femmes même à l'âge adulte sans pour autant qu'on soit en périménopause. Ça peut engendrer des douleurs au niveau du bas-ventre avec des crampes. Ça peut avoir des répercussions sur l'humeur, beaucoup plus d'irritabilité. On peut avoir des troubles de sommeil. On le vit presque tout à l'approche des règles, mais chez certaines personnes, c'est beaucoup plus marqué. Ce que l'on sait, c'est que quand on mange de façon équilibrée et qu'on adapte son assiette à cette période du cycle, et aussi quand on s'écoute, parce qu'à un moment, si le corps dit qu'il est fatigué, il est tout simplement fatigué, ça permet de beaucoup mieux passer ces périodes juste avant les règles. Quand on entre en période de transition ménopausique, les SPM vont être accentués. En fait, c'est parce que la première hormone qui va diminuer dans cette période de transition, c'est la progestérone. C'est une hormone qui a une tendance à nous calmer. Et comme elle va commencer à diminuer, on va avoir les SPM qui vont être plus marqués. Donc, tu parlais de l'apport des glucides. Alors, j'ai envie de te poser la question, comment spécifiquement
tu abordes les femmes qui viennent te voir en période périménopause, ménopause, post-ménopause, parce qu'il y a 3 grands stades de cette transition, me semble-t-il. Je vais leur expliquer l'importance de tout de suite prendre des bonnes habitudes pour éviter la prise de poids, puisque c'est souvent très mal vécu déjà. La prise des poids va être liée à plusieurs facteurs. Donc il y a ce chamboulement hormonal d'une part, et il y a aussi le fait qu'à partir du moment où on commence à avancer un petit peu dans l'âge, on va perdre une grande partie de notre masse musculaire. Du coup, notre corps va consommer moins d'énergie, même au repos. Si on ne change rien, cette diminution d'énergie, ça représente 200 à 300 kilocalories par jour. Si on ne change rien à ses habitudes, fatalement, on va prendre du poids. Si en plus on avait une tendance à consommer des glucides qui sont très vite digérés, on va encore plus avoir tendance de prendre du poids au niveau de la ceinture abdominale. On va commencer par expliquer quel choix alimentaire faire, comment composer son assiette pour bien se nourrir et pour éviter toutes les variations de la glycémie. Cela permettra d'éviter cette prise de poids. Et en plus, avec des choix judicieux, ça permettra de bien se nourrir, d'apporter notamment le magnésium, les vitamines qui seront nécessaires pour réduire aussi tous les symptômes dont nous avons parlé tout à l'heure et qui permettront de bien préserver notre santé. Par rapport à la baisse de la masse musculaire, le premier conseil qu'on peut donner, c'est de mettre en place, si ce n'était pas déjà le cas, une activité physique. Donc il y a l'activité physique, le fait d'être actif tous les jours, jardiner, amener les enfants à pied à l'école, et il y a l'activité sportive qui sera aussi intéressante pour maintenir une certaine masse musculaire. Donc l'activité sportive est indispensable si on veut maintenir au maximum ses muscles. Si on sollicite pas le muscle, il s'en va. Plus on maintient sa masse musculaire, plus notre corps continue à consommer une certaine quantité d'énergie par jour. Puis en plus, l'activité sportive, l'activité physique, comme on le sait, ça a une répercussion intéressante sur le corps, sur le bilan sanguin, au niveau du cholestérol notamment, sur la santé cardiovasculaire. Donc encore plus d'importance de vraiment avoir l'activité sportive dans son quotidien, dans son train-train, dans sa routine journalière. Concrètement, tu parles de faire attention à son alimentation. Tu peux donner des exemples sur les apports caloriques ou en glucides ou en protéines ou en lipides, je ne sais pas, auxquels il faut être particulièrement vigilant? Déjà, je préfère mettre en garde sur tout ce qui est régime qu'on peut en voir ou lire, notamment sur les réseaux sociaux. Dès qu'il y a quelque chose de drastique ou surtout si on enlève une famille d'aliments, c'est vraiment pas ce que je conseillerais. Une alimentation équilibrée contient toutes les familles d'aliments. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est essayer de choisir des aliments de qualité. Pour les aliments de qualité, le meilleur des conseils, c'est de cuisiner un petit peu, d'acheter des aliments bruts et de préparer soi-même son repas. Après, c'est dans la répartition dans l'assiette que l'on va faire attention. Moi, j'aime bien le schéma de l'assiette équilibrée qu'on peut voir assez souvent, où on retrouve la moitié de son assiette composée de légumes verts, un quart de féculents et un quart de protéines, animales ou végétales. Et ainsi, on a un grand apport de fibres, d'autant plus si on choisit des féculents riches en fibres comme les grains entiers ou les légumes secs par exemple, qui vont encore une fois aider à la régulation de la glycémie, ainsi que la présence de protéines qui permet de rester à satiété plus longtemps et de réguler la glycémie. Si on arrive, on va dire, sur un grand nombre de repas à se rapprocher un maximum de cette assiette équilibrée, en suivant ce conseil relativement simple, cela permet de nourrir son corps correctement et de réguler sa glycémie. En fait, tu nous dis, allez au fourneau, prenez des bonnes matières premières, cuisinez, et tout cela sera bien équilibré. C'est un bon résumé. Puis après, choisir des aliments de qualité, des bonnes graisses, par exemple, puisque, comme je vous disais tout à l'heure, la santé cardiovasculaire est importante pour bien vieillir. Et comme on aura bientôt plus d'oestrogènes pour nous préserver, autant prendre tout de suite les bonnes habitudes avec les bons acides gras. On entend parler les oméga 3, les graisses provenant de l'huile d'olive ou de l'avocat, oméga 9, qui sont intéressantes pour la cholestérolémie,
qui nous permettront de préserver notre santé cardiovasculaire et qui nous permettront aussi de bien nourrir notre microbiote. Comme je vous disais tout à l'heure, tout étant lié, en fait, on pourrait en parler toute une journée, hein. Le bon choix des aliments dès le départ nous permettront de faire fonctionner le corps à tout niveau. Les fameux oméga 3, notamment, permettent d'avoir une bonne santé cognitive, une bonne mémoire, qui va souvent être ressentie par les femmes. Dès la transition ménopausique, on peut avoir plus grande difficulté à se concentrer, oublier rapidement ce qu'on vient de dire ou ce qu'on vient de faire. Donc, ces fameux oméga 3 nous permettent justement de préserver toute la santé cognitive. Merci pour tous ces conseils judicieux. J'imagine que tu reçois donc des femmes dans les différentes périodes de cette transition ménopausique. Est-ce que tu peux me dire et nous dire ce qu'elles te disent? Quelles sont leurs demandes? Quels sont leurs sujets de prédilection? Plusieurs choses qui ressortent, des personnes qui viennent me voir. La première chose, ça serait les bouffées de chaleur qui sont souvent assez mal vécues. Donc là, effectivement, l'activité physique et l'assiette équilibrée, sont déjà le premier conseil qu'on peut donner, puisque plus on va réguler notre glycémie, plus cela va aider. Après, une autre petite astuce, ça serait de rajouter un peu de soja, si on l'apprécie, sous forme de tofu, du lait de soja, régulièrement, voire quotidiennement dans son alimentation, ou encore des graines de lin, de préférence moulues pour qu'elles soient bien absorbées, parce que ces aliments vont apporter des phytoestrogènes qui vont un petit peu, en quelque sorte, mimer l'effet des oestrogènes, et du coup, ça va avoir un effet bénéfique au niveau des bouffées de chaleur qui devraient être atténuées. D'autres demandes à part les bouffées de chaleur? Autre signe, c'est bien sûr le poids. Le poids, qui revient, cela se comprend, hein, c'est une période de transition où on voit notre corps changer et du coup, là, à ce niveau, autant commencer dès les premiers signes. Ne pas attendre puisque en moyenne, les femmes prennent 4 à 8 kilos pendant cette période de transition ménopausique et de ménopause. Donc si on prend les bonnes mesures dès 37, 38, 39, 40 ans, on va dire en moyenne 10 ans avant l'âge de la ménopause, ça permet d'avoir une bonne gestion du poids, ne pas rentrer dans un rapport, conflictuel avec son alimentation et du coup, d'éviter, la prise de poids, surtout au niveau de la taille. Merci, ça va nous parler ça. À ton avis, Gladys, quelles sont les idées reçues, les tabous sur cette période de la vie des femmes? Je pense qu'on n'en parle pas assez, tout simplement. Je pense que, beaucoup de personnes ne savent pas que, les premiers symptômes peuvent arriver très tôt. Est-ce que même on reconnaît ces premiers symptômes? Est-ce que tout le monde sait que, jusqu'à 10 ans avant l'âge de la ménopause, on peut avoir, des petites bouffées de chaleur, des sueurs nocturnes et reconnaître ces symptômes pour pouvoir tout de suite prendre, conscience et commencer à prendre encore plus soin de son corps? C'est un sujet qui me semble un peu tabou. Bien souvent, quand on arrive autour des 50 ans, pour certaines personnes en tout cas, il y a plus la maman pour nous expliquer et c'est pas avec nos enfants qu'on va parler forcément, de notre ménopause et donc je trouve ça très bien que l'on parle aujourd'hui plus de la ménopause et de la périménopause parce qu'on sait que, par exemple, dans mon domaine, via l'alimentation et l'hygiène de vie, ça aura une répercussion positive pour vivre cette transition avec, le plus de douceur et de respect, pour son corps possible. Donc c'est l'objet de ce podcast, ça tombe bien. Quelle est ta position sur la thérapie, des hormones de substitution? C'est vraiment du cas par cas, maintenant c'est vraiment au gynécologue ou à l'endocrinologue que cela revient, la décision de prescrire ou pas des thérapies hormonaux. Ce que je peux dire, c'est que généralement quand la ménopause arrive de façon précoce, c'est-à-dire, au moins avant l'âge de 45 ans, le médecin, conseille souvent une thérapie hormonale et ça sera vraiment important de la suivre pour, mieux vieillir. Sans ça, on risque d'avoir beaucoup plus de complications au niveau de la santé. Après, en ce qui concerne les femmes qui ont une ménopause à âge qui entrent dans la norme, entre 45 et 55 ans, et qui sont très gênées par tous les symptômes comme les bouffées de chaleur, l'irritabilité, le moral.
Les thérapies hormonales vont vraiment être intéressantes pour aider à passer ce cap. Donc c'est vraiment du cas par cas. Après, il y a certaines personnes qui ne peuvent pas non plus prendre de thérapie hormonale parce que peuvent avoir un cancer hormonodépendant, par exemple. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment aborder, je pense, avec son gynécologue, avec le médecin qui vous suit. Et puis ils font beaucoup d'avancées. Au départ, tout le monde devait prendre, ces thérapies hormonales pour pouvoir passer ce cap de la ménopause sans faire de bruit. Après, on a entendu dire: «Non, il faut surtout pas prendre de thérapie hormonale puisque on a un risque de cancer qui est plus important». Je pense qu'ils continuent à faire des études, mais en tout cas, ils ont beaucoup avancé. Il existe différents types de thérapies hormonales, des progestérones, naturelles, le type de traitement que le médecin va proposé sera vraiment du cas par cas et je pense que ça peut avoir une incidence très positive pour pouvoir avoir une vie, la plus normale et le moins être gêné par cette période de transition. Tu as beaucoup parlé de prise de poids, tu as parlé aussi des bouffées de chaleur, tu nous as donné des petits trucs pour gérer tout ça. Est-ce que tu as aussi quelque chose pour, l'ostéoporose qui parfois frappe certaines femmes? Oui, alors l'ostéoporose, c'est bien que tu me poses la question parce que c'est vraiment important. À partir du moment où les oestrogènes vont diminuer, comme ils jouent un rôle essentiel sur la santé osseuse, on va avoir plus de risques de perdre en densité osseuse dès les 2 années qui suivent la ménopause. Le premier conseil qu'on peut donner au niveau de l'alimentation, de la nutrition et de l'hygiène de vie, donc déjà l'activité sportive, hein, c'est important pour pouvoir, maintenir une certaine santé osseuse et au niveau des apports nutritionnels, on va vraiment vérifier les apports en calcium qui doivent être suffisants et donc là, ça passera par, les produits laitiers. Ils ont pas toujours bonne presse, pourtant ils sont très riches en calcium et avec 2 produits laitiers par jour, ça aide énormément pour pouvoir arriver à couvrir nos besoins en calcium. Ça serait de préférence de les prendre pas trop gras pour pouvoir bien gérer son poids aussi de l'autre côté. Et puis après, on a d'autres aliments, on a une source de calcium qui peut provenir des végétaux, dans les amandes notamment, le lait de soja enrichi en calcium, certains légumes. Et puis aussi, il faut aider notre corps pour qu'il puisse bien absorber ce calcium. Et ça va être le rôle de la vitamine D. La vitamine D est vraiment essentielle à ce niveau. La vitamine D, on va l'absorber en grande partie par les rayons du soleil. Si on a la peau mate, on l'absorbe un peu moins. Si on a tendance à beaucoup se couvrir, eh ben, ça sera encore plus compliqué. En moyenne, on va dire 20 à 30 minutes d'exposition au soleil, bras et visage découvert permet d'absorber une grande partie de la vitamine D. Néanmoins, plus on avance dans l'âge, surtout à partir de l'âge de 50 ans, et moins le corps arrive à absorber cette vitamine D via le soleil. Au niveau alimentaire, on a certaines sources de vitamine D, les poissons gras, le foie de morue. Bon, chez certaines personnes, c'est un aliment magnifique, chez d'autres, c'est un dégoût, mais en tout cas, le foie de morue, c'est presque un complément alimentaire à lui tout seul. Il est vraiment très intéressant, tant par rapport aux apports en vitamine D qu'en oméga 3. Ou encore la sardine, qui peut être intéressante pour les apports en vitamine D, nous permettent de compléter en plus du soleil pour pouvoir arriver à apporter suffisamment de vitamine D. Néanmoins, après, ça sera avec votre médecin qu'il faudra discuter. Peut-être qu'il va vous prescrire un dosage sanguin de vitamine D ou tout de suite vous supplémenter en pensant que vos besoins ne pourront pas être couverts. Et dans ce cas-là, il faudra suivre. Il y a des ampoules qui permettent de compléter les besoins chaque mois, une ampoule de vitamine D. Ça sera indispensable pour pouvoir absorber le calcium et préserver plutôt sa santé osseuse au maximum. Tout de suite me vient à l'idée une idée, c'est que mon dermatologue m'interdit formellement de me mettre au soleil. Donc en fait, j'imagine que toi, tu parles du tôt le matin ou tard le soir quand le soleil est pas à la verticale, ça suffit. Oui, alors bien sûr, il y a le cancer de la peau, donc on reste toujours un petit peu mesuré. Par contre, même si les crèmes solaires sont indispensables pour pouvoir prévenir tout problème de peau, c'est les UVB qui nous permettent de bien absorber la vitamine D. Donc si on
veut absorber la vitamine D, il faudra pas avoir d'écran solaire. Donc effectivement, mieux vaut pas aller au zénith pour, pouvoir absorber notre vitamine D. Tout est mesuré, hein, 20-30 minutes. Pas besoin de passer sa journée à griller au soleil non plus. Est-ce qu'il y a des hommes qui quelquefois te posent des questions sur la transition hormonale en général? C'est un sujet qui intéresse plus les femmes que les hommes, soyons francs. Par contre, je pense que ça serait pas mal qu'ils s'y intéressent un petit peu parce que, ben, je pense qu'ils ont un rôle à jouer pour aider leurs femmes, leurs compagnes à traverser cette période. Je pense peut-être que même que cette période de préménopause est encore plus, chamboulante que la puberté. Pendant toute cette période de transition, certes, il y a l'alimentation, certes, il y a l'activité physique. Néanmoins, peut-être qu'on ne pourra pas être au même rendement qu'on a pu l'être pendant les quelques années qui ont précédé. En plus, c'est parfois des périodes, qui peuvent être marquées avec, peut-être les enfants qui sont devenus grands, qui partent, les parents qui deviennent âgés, donc il y a sûrement autre chose à côté. Donc moi, je dirais que, les femmes pourraient aller à leur rythme et parler ouvertement de cette période qu'elles peuvent, traverser plus ou moins facilement pour que l'entourage soit aidant à ce moment-là. Est-ce que tu as dû acquérir des compétences particulières pour aborder cette période de transition dans ton métier? Oui, en fait, tout a commencé j'ai fait énormément de formations, je suis un petit peu, assoiffée de formation, je trouve ça vraiment passionnant. Tout a commencé quand j'ai commencé, avec la formation sur les perturbateurs endocriniens. Par exemple, les femmes sont beaucoup plus, sensibles aux perturbateurs endocriniens et ça à tous les âges de la vie, hein. Ça peut, aussi être par rapport à la puberté qui peut arriver de façon plus précoce, par rapport à leur influence sur, la fertilité, le syndrome, des ovaires polykystiques, l'endométriose et aussi sur la ménopause. Ça peut même avancer l'âge de la ménopause. C'est ce qui a commencé à éveiller ma curiosité sur les spécificités nutritionnelles des femmes et c'est vraiment passionnant et donc du coup, ça m'a amenée sur, la périménopause, la ménopause, tout ce qui a un lien avec les femmes, la gestion de leurs hormones, le lien entre leurs hormones et l'alimentation et l'hygiène de vie pour pouvoir apporter des conseils encore plus précis pour, que je puisse, à mon niveau, les aider à avoir, une vie la plus douce possible et qu'elles puissent profiter au maximum et bien vieillir. Si tu pouvais résumer, en fait, les maux des femmes, donc tu nous as parlé d'ostéoporose, de bouffée de chaleur, de prise de poids. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, l'humeur, hein, l'irritabilité, les variations de l'humeur, le sommeil aussi qui peut être, perturbé avec des réveils nocturnes et après ça peut être aussi des douleurs au niveau des articulations. Voilà et puis après on est tous différents donc on peut pas généraliser. Souvent on dit quand on arrive à reconnaître 3 symptômes parmi tout ce qu'on a pu citer, ça peut être mettre la puce à l'oreille comme quoi: «Ah, peut-être qu'on rentre en périménopause». Bien que l'hygiène de vie, l'alimentation soit vraiment importante à tous les âges de la vie, on va dire que si on n'a toujours rien fait, c'est peut-être le bon moment pour pouvoir commencer à prendre un peu plus soin de soi. Moi, le petit conseil que je pourrais donner, c'est souvent moi les dames que je peux voir, qui viennent me voir au cabinet, ce sont des gens très bienveillants, qui font attention à leur famille, à leur mari, faire plaisir aux autres et finalement, elles ont même plus d'énergie pour s'occuper d'elles à la hauteur qu'elles devraient. Elles vont avoir beaucoup de facilité à composer des magnifiques repas et faire plaisir, à leurs, enfants ou à leur mari, mais si elles se retrouvent toutes seules à la maison, elles vont pas avoir la force de retourner en cuisine pour faire quelque chose qui serait, agréable à manger et qui nourrirait correctement leur corps et ça, du coup, ça va avoir une incidence forcément, ça peut engendrer des frustrations et du coup, quand il y a des frustrations, on peut avoir, des compulsions qui peuvent naître par la suite et puis surtout, ça va pas nourrir le corps de la même façon qu'avec un bon repas équilibré. Du coup, moi, je pense que cette période de transition, ça peut être le moment où on se priorise. On apprend à se prioriser. On répond d'abord à ses envies, à ses besoins, et puis après, le reste de la famille peut suivre ses bons conseils. Quel magnifique message. Merci beaucoup Gladys. Est-ce que tu as encore peut-être quelque chose à ajouter?
On pourrait en parler toute une journée. Je pense que si on commence à sentir qu'on entre un petit peu en conflit avec son alimentation, on ne sait plus trop où on en est, plutôt que de partir sur des régimes un petit peu drastiques, farfelus, mieux vaut prendre au moins une fois, 1 heure pour prendre conseil et aller dans le bon sens. Ça sera sûrement beaucoup plus facile à vivre au quotidien. Peut-être le meilleur conseil que je puisse donner. Pensez à soi. Maintenant, pensez à soi. Merci beaucoup, Gladys. Merci à vous. Cet épisode vous était proposé par le podcast Silence, on ménopause. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Abonnez-vous au podcast sur votre plateforme préférée. Rejoignez aussi nos pages Instagram et Facebook Silence, on ménopause afin de faire grandir cette communauté d'entraide et de partage autour du sujet de la ménopause. À bientôt pour un nouvel épisode de Silence, on ménopause.